Bonjour. Cette session, c'est à propos des fondamentaux de la sécurité réseau. C'est la leçon 10 du module réseau informatique. Je suis Sofiane Matli, l'instructeur de cette session. Le plan de ce module, c'est le suivant. C'est ça l'objectif, hein. On va configurer les commutateurs, les routeurs avec les fonctionnalités de durcissement ou endurcissement, c'est-à-dire renforcement de la sécurité des dispositifs réseau. L'objectif, c'est quoi? C'est éviter les menaces pour la sécurité, éviter les vulnérabilités. On va expliquer pourquoi les mesures de sécurité de base sont nécessaires pour les périphériques réseau. On va identifier et bien sûr les vulnérabilités, maîtriser les attaques de réseau à travers l'identification des techniques générales de maîtrise de menaces. Et bien sûr, on doit sécuriser le périphérique avec la configuration des périphériques réseau en utilisant des fonctionnalités de sécurisation renforcées pour maîtriser les menaces pour la sécurité. Il y a différents types de menaces. Il y a les attaques contre un réseau peut être dévastatrices et peuvent entraîner une perte de temps et d'argent, en raison des dommages ou de vol d'informations ou de biens importants. Les intrus peuvent accéder à un réseau en exploitant les failles logicielles, en lançant des attaques matérielles ou en devinant l'identifiant de mot de passe de l'utilisateur. Les intrus obtiennent l'accès en modifiant les logiciels ou en exploitant des vulnérabilités des logiciels qui deviennent des acteurs de menace. Une fois que l'acteur de menace a accédé à notre réseau, il y aura quatre types de menaces qui peuvent être divulguées. Il y a les vols d'informations, les pertes et les manipulations de données, l'usurpation d'identité et l'interruption du service. Voilà. La vulnérabilité, c'est quoi? C'est le degré de faiblesse inhérent à tout réseau ou périphérique. Généralement, il peut affecter les routeurs, les commutateurs, les ordinateurs de bureau, les serveurs et même les dispositifs de sécurité, comme les pare-feux ou autres. En général, les périphériques réseau attaqués sont des terminaux comme les serveurs et les ordinateurs de bureau.
Voilà, donc les vulnérabilités et les faiblesses interviennent principalement à trois niveaux. Donc, il y aura les vulnérabilités technologiques qui peuvent inclure des faiblesses de protocole TCP/IP, des faiblesses du système d'exploitation et des faiblesses de l'équipement réseau. Il y a aussi les vulnérabilités de configuration qui peuvent inclure des comptes d'utilisateurs non sécurisés, non sécurisés, des comptes des systèmes avec des mots de passe faciles à devenir, des services Internet mal configurés, des paramètres par défaut non sécurisés et un équipement réseau mal configuré. Il y a aussi les vulnérabilités de la politique de sécurité peuvent inclure l'absence d'une politique de sécurité écrite, la politique, le manque de continuité de l'authentification, le contrôle d'accès logique non appliqué, l'installation et la modification des logiciels ou de matériel qui ne respectent pas la politique de sécurité, etc., etc. Maintenant, on va voir la sécurité physique. Si les ressources du réseau peuvent être physiquement compromises, un acteur de menace peut refuser l'utilisation des ressources du réseau. Les quatre catégories de menaces physiques sont les suivantes. Il y a les menaces matérielles, cela comprend les dommages physiques au serveur, les dommages physiques aux routeurs, aux commutateurs, aux installations de câblage et aux postes de travail. Il y a les menaces sur l'environnement, et cela comprend les températures trop chaudes, trop froides ou les extrêmes d'humidité. Il y a les menaces électriques et cela comprend les points de tension, les tensions d'alimentation insuffisantes, il y aura certainement des chutes de tension, les alimentations non contrôlées et les menaces de maintenance qui comprennent la mauvaise manipulation des principaux composants électriques, des charges électrostatiques et la manque de pièces de rechange essentielles, le mauvais câblage et le mauvais étiquetage. Donc, l'idée, c'est de garantir tout ça. Donc, on va lutter contre ces différentes menaces. On parle maintenant des logiciels malveillants. Donc, comme étant le malware, hein. Donc, c'est la prévision de logiciels malveillants. Et ça, il s'agit d'un code ou d'un logiciel spécifiquement conçu pour endommager, perturber, voler ou infliger une action mauvaise ou illégitime sur des données, sur des hôtes ou des réseaux. Voici les types de logiciels malveillants. Il y a les virus. Un virus informatique est un type de logiciel malveillant qui se propage en insérant une copie lui-même dans un autre programme ou on a ou une autre partie, hein. Donc juste une petite partie. Il se transmet ainsi d'un ordinateur à un autre. Il y a les vers informatiques qui sont similaires aux virus en sens qu'ils reproduisent des copies fonctionnelles d'eux-mêmes et peuvent causer le même type de dommages. Contrairement aux virus qui nécessitent la diffusion d'un fichier d'hôtes infectés. Les vers aussi sont des logiciels autonomes et ne requièrent pas des programmes d'accueil. Il y a les chevaux de Troie, qui sont des logiciels nuisibles qui semblent légitimes, contrairement aux virus et aux vers. Et les chevaux de Troie ne se produisent pas en affectant d'autres fichiers. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller trouver des solutions contre les virus. Par exemple, il faut installer des antivirus ou pour faire les scans, hein, les scans des logiciels, télécharger des fichiers, des protocoles FTP, etc. Il y a aussi l'attaque de reconnaissance, en plus des attaques de programmes malveillants. Et donc là, l'attaque de reconnaissance, c'est quoi? C'est la découverte et la cartographie des systèmes et des services de vulnérabilité ou vulnérabilité. C'est-à-dire, je vais faire des scans sur les réseaux pour déterminer, par exemple, des faiblesses. Donc, on peut faire des attaques d'accès, manipulation non autorisée de données d'accès au système ou du privilège d'utilisateur. Il y a aussi déni de service, c'est la désactivation ou la corruption du réseau, du système ou des services. Pour les attaques de reconnaissance, les acteurs externes de menace peuvent utiliser des outils Internet, tels que les utilitaires NSLookup ou WHOIS, pour déterminer facilement l'espace d'adresse IP est attribué à une société ou une entité de données. Une fois
L'adresse IP est déterminée. Un acteur de menace peut alors effectuer un ping sur les adresses IP accessibles au public afin d'identifier les adresses qui sont actives. Il y a aussi l'attaque comment par, disons, accès. Et donc, l'attaque par accès, c'est quoi? C'est que il exploite les vulnérabilités connues des services d'authentification. Il existe quatre types d'accès ou d'attaque par accès. Il y a l'attaque par mot de passe, donc on va implémenter un brute force. On utilise un brute force, le cheval de Troie et les fleurs de paquet. C'est-à-dire l'utilité ici, c'est je vais parcourir toutes les combinaisons possibles, hein. Il y a l'exploitation de la confiance. Un acteur de menace utilise les privilèges non autorisés pour accéder à un système. Et donc là, l'idée, c'est comment on peut remédier à ça. On peut utiliser l'aspect, ce qu'on appelle le list privilège. C'est-à-dire, je vais donner à chaque utilisateur les privilèges, le minimum de privilèges pour le fonctionnement. Il y a aussi la redirection de port. Un acteur de menace utilise un système qui est compromis comme base sur des attaques contre d'autres cibles. Par exemple, un acteur de menace, il utilise le port SSH, le port 22. Pour se connecter à notre hôte A, compromis, l'hôte B fait confiance à l'hôte A. Et par conséquent, l'acteur de menace peut utiliser des protocoles comme le telnet et autres. Il y a aussi l'attaque, ce qu'on appelle man in the middle, ou homme au milieu. Donc, l'attaque ici, l'acteur de menace est positionné entre deux entités légitimes afin de lire ou modifier les données qui passent entre les deux parties. Il y a donc ainsi les attaques par des Uniservices, hein. Et donc, réellement, les attaques par des Uniservices sont nombreuses et donc elles empêchent l'utilisation d'un service par les personnes autorisées en épuisant les ressources du système. C'est-à-dire, vous avez un serveur, par exemple, dans lequel il y a un serveur d'application, un serveur de fichiers ou un serveur web, et donc l'attaquant, il va envoyer des requêtes DOS à cette machine pour qu'elle elle fait des réponses, et comme ça, le système doit charger des ressources là-dedans, et bien sûr, après, il devient peut-être on va le bombarder avec ces attaques. De cette façon, il va être peut-être bloqué ou il y aura un déni de service quelque part. Et donc, il y aura un risque majeur sur, suivant le dose. Et donc, il va provoquer ce qu'on appelle des pertes du temps et d'argent importantes. Et ces attaques sont très simples à effectuer, même pour les cyberpirates qui sont peu qualifiés. Il y a aussi le DOS et le distributed DOS. Le DOS distribué, c'est-à-dire vous allez générer une attaque à partir de plusieurs sources. Et donc, il provient de sources multiples et coordonnées. Donc là, on a plusieurs zones géographiques, hein. Réellement, vous avez comme ça. Donc, vous avez un serveur et vous avez des attaques de plusieurs sources. Donc, ce sont des bots, des robots. Voilà. Là, c'est l'attaquant. Peut-être je vais changer ça. Ici, c'est l'attaquant. 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 Le DOS, c'est comme ça. Voilà. Par contre, sur les systèmes de sécurité, on peut bloquer le DOS par quoi? Par un pare-feu, un firewall. Si vous le connaissez, un firewall. On peut l'utiliser un firewall pour bloquer le DOS. Donc, un DDoS est similaire à un DOS, mais il provient, comme j'ai dit, pour différentes sources multiples et coordonnées multiples. Par conséquent, c'est un acteur de menace qui construit un réseau d'hôtes infectés, appelé zombie. Un réseau de zombies est appelé un botnet. Et l'acteur de menace, il utilise un programme de commande et de contrôle pour demander au botnet de zombies de mener une attaque DDoS. Maintenant, on va voir la partie défense. Donc, réellement, vous avez des réseaux, des serveurs comme ça, des réseaux LAN, etc. Pour protéger, on peut utiliser des EPS. C'est Intrusion Prevention System.
C'est quoi le EPS? C'est un device dans le réseau dans lequel on a les signatures des différentes vulnérabilités réseau. C'est-à-dire, un jour, vous avez, par exemple, une attaque dans un browser bien dit, un navigateur Mozilla. Et donc, réellement, on appelle ça le vulnérabilité CVE. Et ce CVE-là, une fois c'est corrigé, et donc là, il y aurait certainement des patchs de sécurité, etc., à installer ou des mises à jour à faire. Et donc, l'EPS ici, on peut l'activer pour qu'il bloque, par exemple, je dis, voilà, sur, par exemple, je vais mettre même un EPS ici, hein, il va bloquer toutes les vulnérabilités qui infectent les serveurs ou les systèmes d'exploitation, desktop ou par exemple des applications bien déterminées. Donc, toutes les signatures sont connues à l'avance. On a aussi le pare-feu, par exemple le ASA de Cisco ou autre, bien sûr. Donc, le pare-feu, c'est un équipement informatique qui est, par défaut, il travaille avec les policiers, ce qu'on appelle les politiques de sécurité. Par défaut, le pare-feu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer, voilà, il va bloquer tout le trafic. Et donc, réellement, vous devez créer une politique de sécurité dans le pare-feu pour qu'il puisse, ce réseau puisse se communiquer avec le monde extérieur, hein. C'est ça l'idée. Il y a aussi les VPN, le Virtual Private Network, c'est-à-dire, par exemple, vous avez un site A qui veut se communiquer avec un site B dans l'Internet. Donc, on va faire un VPN. Dans le VPN, on a deux types. Il y a les VPN site-to-site et les VPN comment? Client-to-site. Le client-to-site, c'est quoi? C'est que j'ai un site ici, c'est ça le site, et j'installe sur le client un client VPN. Voilà. Et le rôle de ce client VPN, c'est de s'interconnecter au réseau de l'entreprise facilement sans aucun problème. Il y a aussi la méthode de conservation des sauvegardes. Et donc, la sauvegarde de données est l'un des moyens de protection les plus efficaces contre les pertes de données. Donc, on va éviter les pertes. Donc, la sauvegarde de données doit être effectuée régulièrement. Elle doit avoir partie de la politique de sécurité. Les sauvegardes sont généralement au dehors des installations, donc il y aura certainement des baies de stockage, NAS ou par exemple sur le cloud. Et l'idée après, c'est de protéger le support de sauvegarde en cas de sinistre dans le bâtiment principal. Le tableau présente les considérations relatives à la sauvegarde et à leur description. Donc, il y aura des fréquences de sauvegarde, il y a le stockage qui doit être validé, la sécurité de sauvegarde, etc. Il y a la notion des mises à jour, hein. Et donc, l'idée ici, c'est de mettre à jour votre système. Donc, sur le système Windows, on doit vérifier toujours. Voilà, donc, si vous avez Windows Update, vous voyez ici. Voilà, Windows Update. Et vous devez être capable de télécharger les mises à jour. Pourquoi? Parce que généralement, dans ces mises à jour, il y a des mises à jour correctives, hein. Donc, ce sont des mises à jour pour la correction. Ce sont des patchs de sécurité sur les applications par défaut, sur le système d'exploitation, etc. Et donc là, on doit mettre en place et activer ces différentes fonctionnalités et être à jour pour qu'on puisse, bien sûr, avoir différentes mises à jour sans aucun souci. Donc là, il faut aller sur quelque chose qui s'appelle Windows Update. Pour l'authentification, donc l'autorisation et la compatibilité, donc, les services de sécurité des réseaux authentification, le triple A, on l'appelle A, le triple A fournissent le cadre principal pour mettre en place un contrôle d'accès sur les dispositifs de réseau. Pourquoi? Parce que, par exemple, je vais
utiliser par exemple une carte bancaire voilà, pour payer une facture. Et réellement, la carte bancaire, elle se pointe sur le compte de l'utilisateur, hein. Et donc là, il aura de l'authentification, du login, des passwords à mettre, des SMS, peut-être le tout FA, le two-factor authentication ou le multi-factor authentification pour qu'on puisse activer ce MFA sur l'environnement. Il y a aussi, comme j'ai dit, le pare-feu. Donc, le pare-feu, c'est entre l'interne et l'externe. Et donc là, je peux faire des règles entre ces deux milieux. Je peux aussi faire des règles entre les inside et les zones démilitarisées, qui sont des zones strictes dans lesquelles je vais mettre en place essentiellement des serveurs. Pour les différents types de pare-feu existants, il y a les pare-feux qui filtrent les paquets, donc elle empêche ou autorise l'accès sur la base d'adresse IP au MAC. Il y a le filtrage des applications, on appelle ça le contrôle d'application. Donc, on va empêcher l'autorisation d'accès à des types d'applications spécifiques en fonction des numéros de port. Il filtre des URL, donc elle empêche ou permet l'accès à des sites web basés sur des URL ou des mots-clés spécifiques. Et bien sûr, on peut inspecter minutieusement les paquets. Les paquets entrants doivent avoir des réponses légitimes aux demandes des utilisateurs internes. Les paquets non sollicités sont bloqués, sauf qu'ils sont expressément autorisés. Voilà. Il y a aussi les sécurités des points d'extrémité. Donc, un point de terminaison, c'est comme le Windows 10, hein, ou autre, est un système informatique ou un système périphérique qui tient lieu du client réseau. Les terminaux les plus courants sont des ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les serveurs, les smartphones et les tablettes. La sécurisation des points de terminaison est l'une des tâches les plus difficiles pour un administrateur de réseau, car elle implique de prendre en compte le facteur humain. Pardon. Pardon. L'entreprise doit mettre en place des stratégies bien documentées et les employés doivent être informés. Ils doivent également être formés sur l'utilisation appropriée du réseau. Et donc, les stratégies incluent souvent l'utilisation des logiciels antivirus, la prévention des intrusions sur les hôtes, des solutions plus complètes de sécurisation des terminaux, etc. Il y a aussi côté Cisco, il y a ce qu'on appelle le Cisco AutoSecure. C'est un système d'exploitation qui est installé sur les périphériques et les paramètres de sécurité sont définis à l'aide de valeurs par défaut. Dans la plupart des cas, le niveau de sécurité correspondant n'est pas suffisant. Pour les routeurs Cisco, la fonction AutoSecure de Cisco peut être utilisée pour aider à sécuriser le système. Voici également quelques étapes simples qui convient d'effectuer sur le support du système d'exploitation. Donc là, on a accès aux ressources du système limité strictement aux personnes autorisées. Il y aura aussi la désactivation des services et applications qui ne sont pas nécessairement ou la désinstallation dans les mesures possibles. Souvent, les périphériques expédiés par les fabricants ont été contreposés pendant un certain temps. On ne dispose pas des correctifs les plus récents. Concernant les mots de passe, pour la protection des périphériques réseau, il est important d'utiliser des mots de passe forts. Voici quelques recommandations. Utiliser un mot de passe d'un longueur au moins 8 caractères, mais actuellement, dans la norme, ils disent 14 caractères, hein. Choisissez des mots de passe complexes, utilisez une combinaison de lettres majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux, hein, dans votre environnement. Évitez la répétition de mots de passe, c'est-à-dire qu'il faut vérifier l'historique de mots de passe. Donc, bien sûr, il faut éviter aussi d'utiliser les mots communs du dictionnaire, des lettres ou des chiffres consécutifs, les noms d'utilisateurs, les noms de membres de famille ou des animaux domestiques.
Les informations bibliographiques aussi à éviter. Les numéros d'identification, les noms, etc. Tous à éviter. Faites volontairement des fautes d'orthographe, par exemple, comme Smith. Voilà. Modifiez régulièrement votre mot de passe. Par exemple, dans la norme, on modifie chaque 3 mois. Si un mot de passe est compromis sans le savoir, la possibilité pour l'acteur de menace d'utiliser le mot de passe est limitée. Ne notez pas les mots de passe sur des bouts de papier placés en évidence sur votre bureau ou sur votre écran. Bien sûr, sur les routeurs Cisco, les espaces en début de mot de passe sont ignorés, mais ceux situés après le premier caractère sont pris en compte. Par conséquent, vous pouvez utiliser la barre d'espace pour créer un mot de passe fort composé d'une expression de plusieurs mots. On parle dans ce cas de phrases secrètes. Une phrase de passe est souvent plus facile à retenir qu'un simple mot de passe. Il est également plus long et plus difficile à deviner. C'est-à-dire, on va faire des phrases hein, donc à la place d'un simple mot de passe. Pour la sécurité supplémentaire des mots de passe, voilà. Plusieurs mesures peuvent être prises pour garantir que le mot de passe reste secret sur le routeur Cisco. Y compris. Donc, on peut crypter. Vous voyez ici. Donc, on va crypter le mot de passe. On va mettre de la complexité. On va bloquer pendant un certain temps. On va faire le verrouillage de compte après 3 tentatives, par exemple, échouer. C'est-à-dire, l'utilisateur il va mettre un mot de passe, mais peut-être il l'a oublié. Et donc, après 3 tentatives, il sera bloqué. Voilà. Donc là, on va crypter tous les mots de passe en texte clair avec la commande Service Password Encryption. On peut définir ici une longueur minimale de mot de passe acceptable avec la commande Security Password min-length. Dissuader des attaques par force brute de deviner le mot de passe avec la commande Login Block pour atteinte within et désactiver un accès en mode exec privilégié et inactif après une durée spécifiée à l'aide de la commande exec timeout. Après, on peut faire de l'activation de SSH. Il est possible de configurer un dispositif Cisco pour supporter SSH en suivant les étapes suivantes. Configurer un nom hôte unique pour l'appareil. Un appareil doit avoir un nom d'hôte unique autre que celui-ci par défaut. Configurer le nom de domaine IP. Générer une clé pour chiffrer le trafic SSH. Vérifier ou créer une entrée de base de données locale. S'authentifier par rapport à la base de données locale et activer des sessions SSH entrantes. Après, on peut désactiver les services inutilisés. Et donc, les routeurs et commutateurs Cisco démarrent avec une liste de services actifs et qui peuvent ou non être requis dans votre réseau. Désactivez tous les services inutilisés pour préserver les ressources système, telles que le cycle CPU et la RAM, et empêcher les acteurs de menace d'exploiter ces services. Le type de service activé par défaut varie en fonction de version OS. Par exemple, l'OS X2 n'est pas généralement que des ports des HTTPS et des HTTP ouverts. Vous pouvez vérifier ça avec des ports commandes comme show IP port all. Voilà. Qu'est-ce qu'on a appris de ce module? Donc, on a vu les différents acteurs de menaces. Hein. Donc, il y a différents types de menaces possibles, comme le vol d'informations, l'usurpation d'identité, la perte ou les manipulations de données, l'interruption de services. Il y a 3 vulnérabilités principaux relatives à la technologie, la configuration et la politique de sécurité. Les 4 catégories de menaces physiques sont le matériel, l'environnement, l'électricité, le malware,
qui est la préviation du logiciel malveillant. Il s'agit d'un code ou d'un logiciel spécifiquement conçu pour endommager, perturber, voler une action mauvaise ou illégitime sur de vos données, des hôtes ou des réseaux. Le virus, on a vu aussi les vers, les chevaux de Troie, qui sont des types de logiciels malveillants, les attaques de réseau qui peuvent être classées en trois grandes catégories, la reconnaissance, etc. L'accès, le déni de service. On a expliqué bien c'est quoi la reconnaissance, soit la déni de service. On peut atténuer les différentes attaques réseau. Vous devez d'abord sécuriser les périphériques, y compris les routeurs, les commutateurs, les serveurs et les logs. La plupart des organisations utilisent une approche défensive en matière de sécurité. Cela nécessite une combinaison de périphériques, réseaux et de services fonctionnant ensemble. Et bien sûr, à la fin, il y a plusieurs périphériques et services de sécurité sont mis en œuvre pour protéger les utilisateurs et les ressources d'une organisation contre les menaces, contre les VPN, les pare-feux, le ASA, les services AAA. Et après, on a vu le sauvegarde des fichiers de configuration sur des dispositifs externes à l'entreprise. La meilleure façon de limiter les risques d'attaque divers est de télécharger les mises à jour de sécurité du fournisseur. Il faut être à jour, il faut déployer des serveurs de mise à jour. On va gérer les correctifs de sécurité critiques. Assurez-vous que tous les systèmes finaux téléchargent automatiquement les mises à jour. Faire ces services permettent de contrôler les utilisateurs autorisés à accéder à un réseau d'authentification, ce que ces derniers peuvent faire lorsqu'ils sont connectés. On va déployer des pare-feux qui se trouvent entre deux réseaux ou plus pour contrôler le trafic entre eux, tout en contribuant à interdire les accès non autorisés. Et la sécurité des terminaux est essentielle pour la sécurité des réseaux. Une entreprise doit avoir plus mis en place des politiques bien documentées qui peuvent inclure l'utilisation de logiciels antivirus, la prévention des intrusions et bien sûr des solutions plus complètes de sécurisation des terminaux sur le contrôle d'accès. Voilà, on a vu aussi le autosecure de Cisco, on a vu comment protéger les périphériques réseau. Donc, il est important d'utiliser des mots de passe forts, complexes. Il ne faut pas retenir le mot de passe. Les mots de passe doivent être longs et difficiles à deviner pour les routeurs et le commutateur Cisco. Chiffrer, on doit chiffrer le mot de passe texte clair, définissez une longueur de mot de passe minimum acceptable et bien sûr, configurer les périphériques appropriés pour prendre en charge le SSH et désactiver le service non utilisé. Voilà, ce cours est bien terminé. Et on va passer à la partie pratique. Voilà, donc l'objectif ici, c'est de sécuriser un environnement avec le Fortinet FortiGate. Donc là, c'est le pare-feu. Donc, on a un pare-feu. Ici, c'est le LAN. Donc, ici, c'est le LAN de l'entreprise. Ici, c'est le réseau WAN comme étant. Donc, il y aura le réseau distant, donc composé par un remote client et un appareil pare-feu, et bien sûr, le réseau interne. Donc, l'idée ici, c'est d'intégrer ce pare-feu pour sécuriser votre environnement informatique. Et donc, on va voir comment je peux, bien sûr, déployer une infrastructure sécurisée à travers le produit Fortinet. Donc, tout ça, c'est déjà virtualisé et bien déployé. Voilà. Donc, je peux me se connecter à ce local FortiGate. C'est le pare-feu, hein. Donc, il y aura plusieurs pare-feux dans, bien sûr, dans les environnements informatiques. Il y a le Fortinet, le FortiGate, il y a le Palo Alto, il y a le Cisco ASA, il y a l'open source avec pfSense et autres. Donc voilà, donc j'utilise admin avec password. Voilà, donc j'utilise le mot de passe. Voilà.
Donc, l'idée ici, c'est que le composant, toujours je reviens sur l'infrastructure, que vous, vous puissiez comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire. L'idée, euh, c'est de protéger un LAN. Vous voyez le LAN ici? Donc, de protéger ce LAN-là contre le réseau Internet. Voilà. Et donc là, c'est le parfait. C'est un composant de protection qui doit être intégré entre, comment dirais-je, entre les réseaux LAN et le WAN. Donc là, c'est le LAN et ça, c'est le WAN. C'est de Internet. Donc l'attaquant, ça sera généralement dans les réseaux publics. Voilà. Ah, donc, nous sommes bien connectés au FortiGate. Juste, je vais faire un petit tour, hein. Donc là, le FortiGate, c'est un produit qui existe sous le format VM des machines virtuelles et hardware. Et donc, il faut avoir une licence. Comme vous voyez ici, on a une licence FortiCare, firmware, IPS pour l'Intrusion Prevention System, une licence pour les antivirus, le web filtering, etc. Donc, la première chose qu'on doit le faire, c'est de vérifier les interfaces, hein. Donc, on doit vérifier les interfaces de Fortinet. Donc là, c'est du networking et je vérifie les interfaces. Donc là, il dit, voilà, j'ai une interface qui est le port 1 10.201.1. J'ai une interface port de 10.202.1 et j'ai une interface, c'est l'interface LAN du réseau, c'est 10.0.1.254. Si je peux vérifier une interface, c'est double-clic sur l'interface souhaitée. Et là, je peux vérifier le nom de l'interface. C'est une interface physique. Je peux le mettre en one. C'est comme étant cette interface, c'est en one. L'adressage il peut être DHCP dynamique ou manuel. Je peux ajouter l'adresse IP statique avec le masque. Je peux activer au niveau administration du port, du protocole permis. On va permettre quelques accès comme le HTTP, le HTTPS, le SSH, shipping, etc. Oui, bien sûr, je dois activer ce port-là. Voilà.
Donc, on continue. Voilà le port. Donc, OK. Voilà. Donc, les interfaces, ils sont bien configurées. Là, c'est le LAN. Le LAN, c'est le 10.0.1.254. Le WAN, c'est le 10.201.1. C'est ça l'idée. Après, je dois vérifier la route, les routes statiques. Est-ce qu'il y a des routes statiques entre le LAN déjà configuré? Réellement, on peut configurer les routes statiques de deux méthodes. Il y a le static route et le policy route. Donc, on doit mettre le réseau de destination ou le Internet Service. Généralement, dans le Internet Service, par exemple, tu veux, ce sont des fonctionnalités de routage déjà définies à partir de Fortinet. Par exemple, si l'entreprise veut se connecter seulement à Amazon Web Service ou à Azure, par exemple, je peux choisir Internet Service comme étant réseau de destination. Après, je vais ajouter la passerelle par défaut, l'interface du WAN. La distance administrative, c'est pour un routage statique, donc la distance administrative égale à 10 par défaut. Et bien sûr, tout ça, c'est bien configuré, donc je n'ai pas besoin de le reconfigurer. Sinon, je peux vérifier ce qu'on appelle le ESDB. Voilà. Donc, je trouve Internet Service et je peux choisir, par exemple, Amazon Web Service. Voilà, Amazon Web Service. Comme ça, c'est comme étant un réseau de destination. Mais là, je veux vous montrer comment la machine locale, le local, c'est cette machine, hein, n'est pas bien connectée à Internet, hein. Et donc, l'idée ici, c'est de connecter la machine à Internet pour qu'on puisse travailler dans le réseau LAN. Donc, l'idée ici, c'est de configurer le LAN et quelle configuration au niveau du FortiGate pour qu'on puisse, cette machine, le client puisse se connecter à Internet facilement. Voilà. Donc, juste, je vais faire un test si la machine il est bien connectée ou non à Internet. Voilà. Je tape par exemple Google. Oh, oh, c'est bien connecté, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais, par exemple, aller sur la policy. Voilà, parce que je dois vérifier si la policy est bien configurée ou non. Ah, voilà. Il y a dans le pare-feu, il y a une politique de sécurité par défaut. Elle s'appelle Implicit Deny. Celui-là, elle bloque tout. Et là, il y a quelques policiers. Il y a une autre policy qui s'appelle port 3, port 1, qui est déjà connecté. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire désactiver ça. Vous voyez? Donc là, la désactivation elle est faite. Et j'ouvre Google. Voilà. Le Google n'est plus connecté. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire? Je vais créer une nouvelle politique de sécurité qui dit, voilà, Internet Access. Donc, le incoming interface. C'est quoi le incoming interface? C'est le réseau. Comment? C'est le port 3. Vous voyez ici? Donc, je configure là la configuration de la policy. Voilà. Donc, j'ai dit, voilà, le incoming interface, c'est ce port-là, et le outgoing, c'est ce port-là. Voilà. Donc, le incoming, c'est le port 3. Le outgoing, c'est le port 1. Voilà. La source. La source, ici, je peux définir, juste un moment, je dois fermer hein, Donc, la source, donc, je peux mettre le local subnet. Vous voyez, ici, le local subnet, c'est le réseau 10.0.1.0.
Donc, c'est le réseau 10.0.1.0 du local là. Voilà. Donc, je vais choisir cette source. Je peux choisir aussi la destination. La destination, c'est peut-être all. Donc, c'est all. Je peux aussi planifier. Par exemple, dans certaines entreprises, donc, par exemple, ils créent une policy pour les réseaux sociaux, pour la connexion pour les réseaux sociaux, seulement pendant la pause de déjeuner, par exemple, ou avant le démarrage du travail, dans les pauses. Donc, voilà, dans les pauses, ils peuvent activer les réseaux sociaux. Voilà. Le mode d'inspection, il y a deux modes, proxy-based et flow-based. Voilà, c'est décentralisé et proxy-based, c'est centralisé. Le NAT, c'est bien configuré parce qu'on va se connecter un adressage privé à quelque chose de public. Et donc, on doit faire la translation des adresses du privé vers le public. Et après, je dois activer le log pour toutes les sessions. Et là, j'ai des profils de sécurité que je peux les activer. Et après, je peux faire OK. Mais là, dans les services, je peux donner que je vais se connecter à toutes les destinations, mais seulement pour les protocoles ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, hein. J'ajoute DNS par exemple. Voilà. Seulement ces protocoles qui sont acceptés. Mais je peux le bloquer, hein. Je peux faire des deny. Je peux faire OK. Voilà. Donc là, c'est l'Internet. L'autre, c'est déjà désactivé. Et donc, l'idée ici, c'est de vérifier est-ce que l'Internet c'est bien configuré ou non. Et voilà, je suis connecté à mon policy. Et je peux vérifier ici avec le log, c'est-à-dire euh, le log du système, hein. Si je suis bien connecté, il dit voilà, Internet Access. C'est mon ID. C'est la police que je viens de créer. Il s'appelle Internet Access. Et donc là, je suis bien connecté à Internet facilement. Mais bien sûr, je peux ajouter dans la policy, donc je reviens sur la policy, mais je peux ajouter aussi l'authentification utilisateur. L'utilisateur, on peut le créer en local, soit sur l'AD. Et donc, vous avez quelque chose ici, User Administrator. Je peux définir un utilisateur, par exemple. Il y a un guest. Vous voyez ici, il y a un guest. Voilà, donc je vais modifier, par exemple, guest, c'est le mot de passe. Voilà. Et après, dans la policy, donc le mot de passe a été changé. Dans la policy, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, voilà, pour l'utilisateur, je vais modifier ça, hein. Et là, je vais dire que l'utilisateur, dans la partie source, il peut, on va ajouter l'authentification utilisateur, je peux ajouter le guest. Voilà. Comme ça, l'utilisateur doit mais réellement, je peux mettre un groupe, hein. Voilà. Je reviens maintenant sur l'utilisateur et je peux taper Google de nouveau. Il dit, voilà, Open Network to Login. Donc là, c'est une authentification. C'est comme étant comment, hum,
C'est comme étant un portail captif, hein. Donc là, je peux mettre guest, guest. Et voilà, l'utilisateur, il est bien connecté. Et je peux faire aussi le log. Et je peux vérifier si l'utilisateur, vous voyez ici, guest, il est bien connecté. J'ai fait une connexion avec, comme ça, je peux tracer qu'est-ce que l'utilisateur il est en train de faire. C'est très important. Je vais créer une autre policy pour, mais là, comme vous voyez, je peux aller sur Facebook, par exemple, sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Et là, j'ai dit, voilà, comment bloquer les réseaux sociaux. Et donc, réellement, on doit aller sur le FortiGate. Il y a quelque chose qui s'appelle profil de sécurité. Il y a beaucoup, hein. Les antivirus, le web filtering, le video filtering, Zap Control, etc. Donc, l'idée ici, c'est de voir le web filtering. Et donc, dans ce web filtering, on a des policies par défaut, comme étant celle-là. Vous voyez? Et donc, dans ce web filtering, je peux, comme vous voyez, je peux, je peux le nommer, voilà, c'est le défaut, et je peux chercher les réseaux sociaux. Mais avant de voir ça, je peux vous montrer quelque chose que Fortinet, le FortiGate, il est connecté à un produit qui s'appelle FortiGuard, dans lequel il va classer les différentes catégories. Et donc, je vais chercher, bien sûr, la connexion, c'est à travers une licence FortiGuard Web Filtering. Et donc là, je peux chercher Facebook, il est dans quelle catégorie? Vous voyez ici que Facebook, il est dans une catégorie qui s'appelle réseaux sociaux, social network. Et donc, l'idée ici, c'est de bloquer ces différents réseaux sociaux. Donc, je vais chercher social network. Donc, il y a beaucoup, hein. Par exemple, il y a ce qu'on appelle potentially label, donc drug abuse, hacking. Je peux bloquer, hein, je peux dire, voilà, j'ai pas besoin de site web de hacking. Je peux le bloquer. Ethical, unethical, peux le grouper. Les discriminations, je peux le bloquer. Les extrémistes, le plagiarisme, je peux le bloquer. Il y a d'autres qui sont bloqués, dating, le bandwidth. Pour les gens qui consomment, par exemple, la streaming peer-to-peer. Les gens qui utilisent le torrent, hein, voilà, le torrent. Vous connaissez le torrent? C'est pour télécharger les fichiers peer-to-peer. Donc, je vais, comment, où est le torrent? Alcool, c'est déjà bloqué, celui-là. Je peux le bloquer. Voilà. Les sites de streaming, je peux le bloquer, ça dépend, hein. Et là, dans Security Risk, il bloque tout, hein. Après, ceux-là sont tous open. Faut chercher les réseaux sociaux. Social. So, je vais vérifier de nouveau. Catégorie social networking. Ou social networking, je ne vois pas. Voilà. Vous voyez, c'est ouvert le social. Donc, je vais le bloquer. Donc, je bloque le social networking, c'est bon. Et là, je vais mettre OK. Donc, j'ai bloqué les réseaux sociaux, j'ai bloqué aussi le peer-to-peer. Après, dans ce web filtering, je vais l'injecter quelque part dans la policy. Donc, je vais choisir ma policy, je vais le modifier et je peux dire, voilà, il est où? Donc, c'est le web filtering. Donc, je vais l'activer et c'est par défaut. Mais je peux ajouter une nouvelle, hein.
et je vais mettre OK. Voilà. Maintenant, on va tester. Donc, on teste avec Facebook, ce site-là. Mais je peux ouvrir, par exemple, un navigateur privé, hein, parce que c'est la session déjà ouverte. Advanced, accept. Et voilà. Donc, comme vous voyez ici, FortiGuard, il a bien bloqué les réseaux sociaux de la catégorie social network, hein. Voilà. OK. Donc, il n'y a pas moyen de, de, de modifier ou même de se connecter à ce qu'on appelle les réseaux sociaux à travers les machines locaux du réseau local. Donc, je vérifie aussi le, le réseau Torrent, par exemple. Torrent, c'est pour les tests peer-to-peer, hein. Et avancer, accepte. Et voilà. Le Torrent aussi, c'est bien bloqué. C'est bien bloqué. Mais voilà, donc ça marche bien, ce qu'on a déjà configuré. Et je peux voir aussi les logs pour vérifier
Si la police s'est bien impliquée, voilà, vous allez trouver que l'utilisateur a été bloqué. Voilà, l'utilisateur guest est bien bloqué, suivant la police qu'on a déjà activée. Voilà, quoi d'autre? Donc, toujours dans la police, on peut activer aussi l'antivirus. Voilà, donc l'antivirus, je peux vérifier l'antivirus, donc il va faire des scans euh, en utilisant les protocoles HTTP, SMTP, FTP, etc. Donc, on peut le bloquer. Il y a deux types, flow-based et proxy-based. Soit on peut mettre monitor, hein, c'est juste contrôler. Web filter, c'est bon. Le video filter, c'est-à-dire, je peux créer une règle. Donc là, je dis, elle va bloquer, par exemple, les jeux. Vous voyez, elle va bloquer, par exemple, les musiques. Tout ça, c'est par catégorie FortiGuard, hein. Les sports, par exemple. Peu importe. Je peux faire des overrides, hein. Donc, ça dépend. Le DNS filter aussi. Le app control, c'est bien. Le app control, c'est-à-dire que actuellement, on a désactivé les web avec le protocole HTTP, surtout le web filtering. Mais si, par exemple, j'ai une application, l'utilisateur, il souhaite faire un bypass de votre Internet, réseau Internet, avec l'utilisation d'un proxy. Vous voyez, un proxy. Et donc là, je peux bloquer l'utilisation de proxy dans notre environnement de prod. Là, par exemple, je peux le mettre en bloc. L'utilisation de VoIP, je peux le bloquer aussi. Utilisation des clouds. Moi, je dis pas n'importe, hein. L'utilisateur entreprise peut, par exemple, bloquer le cloud. Des applications social media, par exemple. Voilà, hein, donc social media, c'est, par exemple, je cherche Facebook. Voilà, les applications Facebook. Voilà, Facebook App Name, hein. Donc les applications desktop. Normalement. Je peux le bloquer. Les vidéos, je peux le bloquer. Oui, voilà. Et là, je peux le renforcer. Il y a aussi les EPS, Intrusion Prevention. Donc, mais là, j'ai la base de signature des EPS. Comme vous voyez ici, cette base, tu vois, elle est constituée par 5000 EPS signatures pour différents OS, Windows, Linux, macOS, All, Solaris, BSD pour des clients ou des serveurs. Et donc là, je peux créer des nouvelles signatures. On parle des CVE, des vulnérabilités déjà détectées sur les systèmes d'exploitation, que ce soit des clients ou des serveurs. Donc l'idée, c'est de comment je peux protéger mon infrastructure, que ce soit des serveurs ou des clients, en utilisant le EPS. Et donc là, je peux dire, voilà, dans EPS, ici, dans le profil de configuration, je peux, par exemple, toujours, peux utiliser le par défaut et peut dire, voilà, je peux filtrer, par exemple, je peux faire un filtre, bon, selon les sévérités et par exemple, selon les clients. Voilà. Ça, les clients, peut-être, je dis, voilà, je peux l'ajouter. Ajouter. Je peux aussi faire de l'inspection SSL, Deep Inspection, c'est pour inspecter le trafic SSL. Voilà. Par exemple, des SSL non trace, je peux le bloquer. Mhm.
full SSL inspection, que ce soit le certificat HTTPS ou le protocole sécurisé de façon générale. Voilà. OK, après, je vais alimenter tout ça dans la police. C'est ça l'idée, c'est de alimenter tout ça dans la police de configuration. Comment on va faire? Donc là, je vais mettre antivirus, DNS filtering, app control, EPS. Bon, là, donc, je vais utiliser scan des fichiers. Je vais utiliser Deep Inspection pour les SSL. Et là, je vais monitorer, hein. Comme ça, j'ai bien configuré une police qui gère, bien sûr, le web filtering, le vidéo filtering, ce qu'on appelle l'antivirus, ce qu'on appelle les EPS, les app control, voilà, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des security profiles. Mais je peux ajouter aussi une règle qui dit, voilà, l'utilisateur, par exemple, je dis euh, Amazon Connect, euh, toujours le 3 va aller sur le un avec la source, c'est le LAN, hein. Donc, je peux utiliser le local subnet. Je peux utiliser aussi l'utilisateur, doit être authentifié. La destination, je ne vais pas utiliser adresse, mais Internet Service. Et je vais utiliser Amazon, par exemple. Euh, AWS Amazon, hein, tout simplement. Accept, NAT, OK. Je vais utiliser tout ça. Je vais l'activer. Voilà. Et je dis voilà. Donc, j'ai activé une deuxième pour AWS, mais c'est la deuxième. Donc, maintenant, je vais, par exemple, dans celui-là, je vais modifier et je vais ajouter un bloc. Je vais changer, modifier, je vais mettre des dates. Et pour la destination, je vais modifier la destination pour ISDN Amazon. Vous voyez? C'est-à-dire ils deviennent un bloc. Donc, et là, donc là, elle va bloquer Amazon. Et là, je peux modifier et je peux faire log. Le log, c'est pour la journalisation. Et je vais aller tester. Donc, toujours, il n'y a plus de connexion. Donc, seulement Amazon. Il faut chercher le site web Amazon. Amazon, AWS, Amazon, AWS. Amazon. On va tester. Hop, non. On a dit bloc. Donc, c'est bloqué. Donc, il n'y a plus, hein. Vous voyez? Donc, on a fait bloc. Mais là, je peux faire le monitoring. Pas encore. Et je peux le fermer. Normalement, c'est bloqué.
Bon, il cherche à faire résoudre. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer l'ordre du policier comme ça, parce que celui-là, c'est Dina, hein. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Pas encore. Mais juste, je vérifie toujours le même souci. OK, c'est bien configuré. Accepte. Amazon Web Service. Mais réellement, on n'a pas demandé cette session, hein. Hmm. Bon, peut-être il faut vérifier bien c'est quoi derrière ce Amazon Web Service, hein. Parce que là, réellement, il parle du Amazon. Hmm. Ouais, les adresses IP. Toutes ces adresses IP sont à propos Amazon Web Service. Bon, faut bien tester peut-être Azure. Mais c'est Azure Portal. Donc Azure Portal. Ok, c'est bien configuré. Microsoft Azure, mais il n'y a pas de... La destination, ça marche pas. Hmm. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, bon, il faut vérifier cette base, hein. Le SDB, réellement, il faut bien les vérifier. Voilà. Sinon, je vais mettre all, all. Je vais revérifier la connexion. Voilà, ça passe. Donc, c'est bien permis. Bon, il y a l'ordre, voilà. Donc, si je vais basculer, ce n'est plus valable. Donc, il y a l'ordre des
Les policiers, c'est important à respecter. Voilà, voilà. On va plus euh, voir la police déjà activée, hein, mais il n'y a plus de connexion sur le serveur. On va donner les sources, les destinations, le website, web catégorie, les sessions ouvertes. Voilà. Sinon, je peux voir ça. Mais là, c'est bien créé. Donc, et le Amazon, non. Mhm. Voilà, c'est deny. C'est bien. Le Amazon, c'est deny. Voilà. Bien mentionné ici, hein. Donc, le deny, ça marche. C'est vrai, il n'y a pas de message, mais réellement, on va voir que le deny, il est bien appliqué dans le log, hein. Donc, ici, dans le log, c'est bien bloqué. Voilà. Quoi d'autre? Bien sûr, il y a les VPN, il y a d'autres éléments importants, il y a les administrateurs. On peut créer, parce qu'on nous reste un peu de temps. Ah, oh, c'est déjà complet. L'exercice a été complet. Donc, on a déjà terminé puisque c'est en fonction de temps. Voilà, comme vous voyez, on a bien configuré un firewall Fortinet FortiGate. Et il est fonctionnel, il est bien intégré dans une infrastructure informatique. On a vu le concept de c'est une machine virtuelle, la sécurité au niveau des policiers, les réseaux, bien sûr, on a déjà déployé déjà une route statique entre la source et la destination. Et après, on a bien appliqué une policy pour bloquer le Facebook, les, le torrent, et on a appliqué un antivirus, on a appliqué un application control sur le contrôle d'application comme les proxys et autres, hein. Voilà. Voilà, c'est un exemple d'application d'un composant réseau important comme le pare-feu. Il intègre aussi ce qu'on appelle le EPS et comme ça, je peux protéger mon infrastructure contre tout problème extérieur. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.